Bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous retrouver aujourd'hui pour échanger pendant une demi-heure environ sur des points importants de la réforme qui nous occupe tous, les services de santé Île-de-France en particulier, depuis l'année dernière. Alors, depuis maintenant 2 ans et pendant la période Covid, la Fédération des services de prévention et de santé au travail d'Île-de-France qui nous accueille aujourd'hui a pris l'habitude de davantage communiquer et partager de l'information avec vous, entreprises et collaborateurs. J'en profite pour vous rappeler donc que la fédération, c'est un réseau composé de 8 services adhérents, tous basés en Île-de-France, la METIF, le SIAMT, le CMSM, Efficience Santé au Travail, Horizon Santé Travail, IPAL, le service, le SIST BTP 78 et Tali Santé, ce qui représente à peu près 1100 professionnels au service, 1100 professionnels de la prévention et de la santé au travail au service de 1 100 000 salariés et de plus de 70 000 entreprises. Les missions de notre fédération, eh bien, elles s'inscrivent dans la représentation et la coordination des services de prévention et de santé au travail interentreprises, mais aussi dans les échanges, l'harmonisation des pratiques et la production pour les entreprises de supports, d'outils, d'indicateurs qui vous permettent de faire vivre la prévention et la santé au travail dans vos entreprises et auprès de vos salariés. Alors, notre webinaire d'aujourd'hui, il va évidemment se recentrer sur des points importants important pour vous aussi, évidemment, puisque nous souhaitons rendre opérationnelle notre prise de parole. Et donc, on va vous présenter ce qui a changé au niveau réglementaire, en particulier dans le suivi médical des salariés, dans le cadre donc de la loi du 2 août 2021. Je précise que nous allons nous concentrer uniquement aujourd'hui sur ce qui concerne le secteur privé. Ça, c'est pour les questions, et donc nous traiterons successivement la visite de pré-reprise et la visite de reprise, la visite médicale de mi-carrière et la visite de fin d'exposition professionnelle, post-exposition, et enfin, le rendez-vous de liaison. Alors, quelques informations pratiques pour la demi-heure qui vient. Donc, ce que je suggère que vous nous fassiez part de vos questions par écrit. Vous avez un onglet questions-réponses donc dès le début du webinaire, parce qu'on va essayer de répondre par couple de problématiques. Donc, sur le suivi, sur la visite de pré-reprise et de la visite de reprise, on va répondre aux questions qui auront été posées et qu'on aura sélectionnées. Alors, les opératrices et opérateurs qui sont là en back-office, si je puis dire, vont traiter les questions les plus faciles à répondre et donc ils vous répondront en ligne. Et pour les questions qui sont un peu plus complexes et qui demandent à ce que le docteur puisse répondre, eh bien, à ce moment-là, nous les traiterons à la fin de ce premier set de deux visites, pré-reprise et reprise. Ensuite, sur la visite médicale de mi-carrière et la visite de fin d'exposition, donc nous prendrons un temps d'échange à nouveau, et puis à la fin pour le rendez-vous de liaison. Voilà. Vous dire aussi que ce replay sera mis en ligne sur le site de la Fédération d'Île-de-France, des services de prévention et de santé Île-de-France, donc sera mis en ligne dans la semaine qui vient à peu près, et donc vous retrouverez ce replay, évidemment, si vous ne pouvez le suivre dans son intégralité ou si vous souhaitez revenir sur les points qui auront été évoqués. Voilà, donc écoutez, bonjour Dr Guedban, donc le Dr Guedban du SIAMT. Bonjour Madame Joly. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette réforme sur le suivi médical? Sur le suivi de l'état de santé des salariés, beaucoup de choses ont changé. On va commencer par la visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, avant, elle était éligible à partir de 90 jours d'arrêt. Aujourd'hui, le salarié peut la demander à partir de 30 jours d'arrêt de travail. Très bien. Et la nouveauté également, c'est qu'avant, elle était demandée par le salarié lui-même, son médecin traitant, le médecin conseil de l'assurance maladie. Aujourd'hui, elle peut être à l'initiative du médecin du travail. Est-ce que l'employeur, quelle est la responsabilité de l'employeur? Est-ce qu'il peut contacter le salarié pour organiser la visite de pré-reprise? L'employeur peut informer en fait le salarié de l'existence de la visite de pré-reprise, mais au salarié lui-même de prendre le rendez-vous, bien évidemment. Est-ce qu'un employeur est systématiquement informé de cette visite de pré-reprise? Quand le médecin du travail voit le salarié en visite de pré-reprise et qu'il y a des préconisations à prévoir dans le cadre de la préparation du retour dans l'emploi, et avec l'accord du salarié, il peut être informé des préconisations, bien évidemment.
Mais si le salarié ne donne pas son accord, bien évidemment, il n'est pas informé. Parce que c'est la seule visite qui a lieu durant une période suspensive du contrat de travail, c'est-à-dire durant l'arrêt de travail. D'accord. Donc cette visite de pré-reprise, en fait, c'est sa durée, c'est le temps qui a changé fondamentalement, ou c'est l'esprit qui a changé aussi? En fait, c'est la précocité. Avant, elle était éligible, en fait, les décrets de 2008, elle était éligible à partir de 90 jours d'arrêt. Mais on sait aujourd'hui, pour préparer le retour dans l'emploi, pour être dans la prévention de la désinsertion professionnelle, la précocité est importante. Et donc, du coup, le salarié peut saisir cette visite-là pour aller voir le médecin du travail, faire un point sur sa situation, voir un petit peu il en est où de son parcours de soins, s'il va mieux ou pas, et aussi d'anticiper un projet de reprise, parce qu'on sait que la reprise ne se fait pas le jour pour le lendemain, il faut la préparer, et préparer aussi l'entreprise et l'employeur pour réaccueillir le salarié dans de bonnes conditions. Donc en fait, mieux accompagner le salarié, et aussi mieux accompagner aussi l'employeur. L'entreprise, parce que c'est vrai que la veille pour le lendemain, on fait des préconisations. L'employeur, c'est pour un salarié qui est absent depuis 2 ans, lui dire la veille que je reviens, ben c'est un petit peu compliqué d'aménager la situation de travail, de la transformer ou de l'adapter. Donc le maintien dans l'emploi a besoin de temps. Donc plus on l'anticipe, plus on apporte une solution d'une part pour le salarié, pour l'employeur, pour le collectif de travail, pour les managers, pour les responsables aussi. Donc anticiper, anticiper, anticiper. Alors la visite de reprise maintenant, comment elle s'articule avec cette visite de pré-reprise? Alors, donc du coup, la visite de reprise, donc il y a une suite. La visite de reprise, elle survient à la fin de l'arrêt de travail, c'est-à-dire l'employeur, le salarié doit informer son employeur de la date de fin, pas la veille pour le lendemain, de préférence, anticiper aussi. Et donc du coup, l'employeur a l'obligation de l'organiser auprès du service de santé au travail. Donc l'employeur, dès qu'il a une date de fin prévisible de l'arrêt, va contacter le service de santé au travail pour organiser cette visite de reprise qui, rappelons-le, c'est la visite de reprise qui met fin à la suspension juridique du contrat de travail. Et ça, c'est un élément très important. Il y a des éléments de jurisprudence constante là-dessus qui datent depuis 1999. Et si on a un salarié, du coup, qui reprend à temps partiel, qu'en est-il? S'il reprend à temps partiel thérapeutique et la durée d'arrêt est de moins de 30 jours pour les AT ou les maladies professionnelles, en fait, l'employeur peut demander en fait une occasionnelle demande d'employeur pour prévoir cet aménagement organisationnel dans le cadre dans le cadre l'aménagement organisationnel dans le cadre du retour de son collaborateur sur un arrêt qui n'oblige pas une visite de reprise, qu'elle soit organisée par l'employeur. Et juste pour dire qu'est-ce qui a changé aussi, parce qu'il y a du changement sur la visite de reprise. Sur la visite de reprise, pour les arrêts qui sont pour maladie et des accidents non professionnels, elle est obligatoire à partir d'un arrêt d'au moins 60 jours, alors qu'avant, c'était d'au moins 30 jours. Alors à quel moment elle doit intervenir? Parce qu'en fait, voilà, un salarié doit reprendre 8 jours, dans 8 jours. Et est-ce qu'il a le droit de revenir sur son poste de travail? On sait que cette visite doit être faite dans les 8 jours qui suivent l'arrêt, enfin, et la reprise du travail. Mais dans ce cadre-là, comment est-ce que le salarié, admettons que sa visite ne soit que dans 8 jours, comment ça se passe pour lui, en fait, et pour l'employeur? Alors, les décrets, en fait, disent, c'est en fait à la reprise effective, au jour de la reprise effective ou dans les 8 jours. Donc, du coup, il y a toute la question pour un employeur qui va se dire, moi, s'il n'a pas vu le médecin du travail, c'est un petit peu compliqué de le remettre à son poste sans savoir s'il y a des aménagements de poste à faire ou pas. Donc, le conseil qu'on donne souvent, c'est soit de mettre à disposition le salarié le temps qu'il voit le médecin du travail en visite de reprise, soit s'il a toujours des droits à se prolonger, qu'il se prolonge jusqu'à la veille de la visite de reprise. C'est très important, on l'a dit, sur la question en fait de la suspension juridique du contrat de travail, et c'est la visite de reprise qui lève cette suspension du contrat, cette suspension du contrat. Donc du coup, c'est important que le médecin puisse rencontrer le salarié et voir s'il y a un besoin d'adaptation, d'aménagement ou de transformation du poste de travail. D'où l'intérêt, on l'a dit tout à l'heure sur la visite de pré-reprise. Si on a vu le salarié en visite de pré-reprise et qu'il y a des précaux, déjà on a anticipé. Et ça, c'est génial. Oui. Mais malheureusement, souvent dans certains cas, l'employeur est averti la veille pour le lendemain, il appelle le service de santé au travail, et le service de santé au travail, malheureusement, les plannings sont faits sur 2 mois. Et donc, du coup, les services font tout leur effort, dépensent tous les efforts pour positionner la visite de reprise, mais c'est pas toujours évident qu'on l'ait au jour de reprise effective du salarié.
Et si le salarié ne se présente pas à la visite qui est prévue pour lui? Si le salarié ne se présente, c'est une visite obligatoire, d'une part pour l'employeur, d'une part pour le salarié. Donc l'employeur doit s'assurer que le salarié s'est présenté. Après, si le salarié a été prolongé, donc l'employeur peut annuler, s'il a l'information d'une prolongation d'arrêt de travail, il informe son employeur qui informe le service de santé au travail. Parce que seul l'employeur peut annuler la visite. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas l'annuler sans que l'employeur demande l'annulation. En fait, le maître mot, Dr Gelban, c'est vraiment l'anticipation du coup. Hein. C'est l'anticipation, 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 et on parlera tout à l'heure du rendez-vous de liaison qui n'est pas une visite, et aussi le dialogue social. C'est-à-dire que tout le suivi de l'état de santé doit être discuté aussi au sein de l'entreprise pour savoir, parce que des fois, le collègue peut être le relais de l'information, les IRP, les instances représentatives du personnel auprès du salarié, Oui, même s'il ne prend pas de lien avec l'employeur, mais dire que tu peux aller voir le médecin du travail en visite de pré-reprise. Là, ta reprise, il faut l'anticiper et informer l'employeur bien avant et non pas la veille pour le lendemain. Le maintien dans l'emploi, ça s'anticipe. Et la visite de reprise, en fait, sa vocation, c'est de voir si on peut maintenir le salarié dans l'emploi, rechercher des solutions d'adaptation, de reclassement ou de transformation du poste de travail et d'aménagement aussi. Et là encore, il faut qu'il y ait un dialogue avec le service de prévention et de santé au travail qui est référent. Ça aussi, c'est important. C'est important qu'il y ait une communication fluide entre le service de santé au travail, de prévention et de santé au travail et l'entreprise. Et aussi, c'est des questions qu'on peut aborder lors des CSE et ceux des SCT aussi pour informer des modifications et aussi impliquer tout le collectif de travail et non pas uniquement la RH ou l'employeur sur ces questions-là. Visite de pré-reprise, visite de reprise, qui mène ces deux visites? Est-ce qu'on peut le rappeler? Sur les vous l'avez dit, mais... sur les visites de pré-reprise, c'est le médecin du travail, bien évidemment. Le médecin du travail, donc du coup, reçoit le salarié, fait le diagnostic de la situation, et la visite de reprise, bien évidemment, aussi. Il y a eu certaines évolutions dans le cadre de la loi santé-travail, avec certains décrets qui sont sortis au 26 avril 2022, qui permettent à ce que ça soit les infirmiers, mais on n'en est pas là pour le moment, sous réserve de formation spécifique, mais on n'en est pas là pour le moment, c'est le médecin du travail qui assure la visite de pré-reprise et la visite de reprise. Très bien. Eh bien, je vous propose que nous regardions si nous avons des questions. Alors, visite médicale de reprise obligatoire lors d'un arrêt d'au moins 60 jours et non plus 30 jours. C'est bien ça? Oui, en fait, c'est pour les arrêts maladie qui sont pas d'origine professionnelle et pour les accidents non professionnels. Enfin, un minimum, en fait, 60 jours. Par contre, pour les accidents de travail, les maladies professionnelles, rien n'a changé. C'est d'au moins 30 jours pour les maladies pro, voire moins. Et pour les congés mater aussi, la visite, congé mater, c'est pas un arrêt, mais ça reste une visite aussi de reprise obligatoire. Et deuxième question, la visite de reprise est-elle à faire avant ou après la reprise en entreprise du collaborateur? Alors, on avait dit reprise effective du travail. Et donc, du coup, il y a la date de la fin d'arrêt. Donc, du coup, on prend cette notion-là. Et c'est dans les 8 jours qui suivent. Donc, du coup, si le salarié a repris, son contrat reste toujours suspendu. Donc, le temps qu'il a sa visite de reprise effective. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est conseillé, c'est vraiment de le voir à la reprise effective. Et si c'est pas possible, derrière, c'est soit qu'il se prolonge le temps jusqu'à la veille de la visite de reprise avec le médecin du travail, ou qu'il soit mis à disposition par l'employeur. Et d'autant plus si l'arrêt est long. Si l'arrêt est de 2 ans sur une pathologie, une maladie assez lourde, et qu'il faut un aménagement, l'employeur, aujourd'hui, juridiquement, il faut qu'il soit protégé, et même aussi le salarié. Très bien. Et la visite de reprise après congé maternité, suivie d'un congé sans solde, qu'en est-il? Alors, la visite de reprise après congé maternité, c'est un congé maternité, donc il n'y a pas d'arrêt, donc il n'y a pas eu d'arrêt, donc du coup, il n'y a pas eu d'arrêt. Donc s'il y a un congé sans solde derrière, si le congé sans solde a été accordé, ce serait intéressant que l'employeur organise la visite de reprise et donne le congé sans solde derrière. Mais sinon, même si ça arrive après, sur un congé maternité, le contrat n'est pas suspendu parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Par contre, s'il y a eu un arrêt préalablement en fait au congé de maternité et qu'il y a eu un congé maternité, ce serait intéressant qu'on fasse le point avec le salarié avant qu'il parte en congé sans solde. Dernière question, est-ce que le salarié a le droit de taire la visite ou de ne pas informer donc de la visite de pré-reprise? Oui, le salarié a le droit. Aujourd'hui, on avait dit que la visite de reprise a lieu durant l'arrêt de travail et le médecin du travail fait son diagnostic. S'il s'oppose à ce qu'on transmette les préconisations à l'employeur, on ne peut pas le faire.
D'accord? Mais par contre, intelligemment, si on veut préparer le retour, on donne l'information aux salariés. La question du maintien, elle se travaille, elle s'anticipe. Donc, on vous conseille de faire le lien avec votre employeur pour préparer votre retour. Mais s'il se pose, il n'y a pas de forçage. On ne peut pas le forcer, le salarié. Très bien. Eh bien, je propose que nous abordions maintenant des visites qui ont été créées donc, dans le cadre de la loi du 2 août 2021 et qui sont donc la visite médicale de mi-carrière en premier lieu. Alors, qu'en est-il de cette visite? Qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qu'elle apporte comme modification et comme bienfait? Alors, la visite de mi-carrière. Donc, c'est une visite nouvelle donc, qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre des parcours professionnels des salariés. C'est une visite en fait qui a été mise en place par le législateur dans l'intérêt de faire un point avec les salariés sur leur état de santé à mi-carrière parce qu'on sait souvent qu'à partir de 45 ans, on a l'apparition de la survenue de maladies chroniques évolutives. Dans la plupart du temps, les maladies chroniques évolutives arrivent à 45 ans, 47 ans. Donc le législateur a dit, c'est à 45 ans, à la date anniversaire des 45 ans, il faut faire le point avec le médecin du travail pour identifier des signaux faibles de risque de perte d'emploi. Bien évidemment que les signaux faibles commencent bien avant, c'est pas quand l'arrêt arrive, bien évidemment. Parler aujourd'hui de prospective métier et aussi parler des enjeux aussi du vieillissement et dire aux salariés, est-ce que vous vous voyez faire cette temps, en fait, tenir votre poste jusqu'à la retraite? Et d'autant plus sur les métiers pénibles et dans les secteurs d'activité pénibles et pour des populations, petit exemple, ouvrières où à un moment T, ils ont commencé leur carrière à 16 ans. À un moment T, il faut envisager l'évolution professionnelle. Ça nous permet aussi, s'il y a un besoin d'adaptation de poste, qu'on puisse le proposer à l'employeur, d'orienter en fait aussi le salarié vers nos cellules maintien dans l'emploi pour déjà parler un petit peu de leurs droits à la formation, qu'est-ce qu'ils en ont, quels sont leurs droits, de parler évolution professionnelle, parce qu'on sait que sur certains métiers pénibles, pour éviter les inaptitudes, malheureusement qui peuvent être lourdes pour l'entreprise et pour les salariés et leurs familles, il faut anticiper les choses aussi. Alors, docteur Guedban, quand et comment doit-on programmer cette visite de mi-carrière? Donc le législateur, il dit la date anniversaire, c'est les 45 ans ou 2 ans avant. 2 ans avant, donc c'est entre 43, on a un intervalle 43-45 ans. Elle peut être organisée à l'initiative de l'employeur, du service de santé au travail ou du salarié lui-même. Parce que le décret dit, elle s'organise. Donc du coup, les trois parties peuvent la demander. Et donc du coup, on peut la coïncider avec la visite périodique aussi. C'est-à-dire si on fait une mi-carrière, une visite de mi-carrière, on l'organise. Le médecin du travail peut aussi estampiller visite périodique. Et donc, du coup, elle peut être demandée par les trois parties. Elle peut être demandée avant, donc. Et par accord de branche aussi? On attend les accords de branche. Petit exemple, un salarié du BTP, il commence à 16 ans. Et donc, du coup, ces accords de branche diront peut-être que dans le BTP, c'est qu'à 40 ans. Donc, les accords de branche viendront aussi nous donner en fait des dates anniversaires qui seront différentes de ce qu'a prescrit la loi et les décrets. Est-ce que cette visite, alors, moi là, je vais réfléchir à quelque chose de pratique pour les entreprises. Comment est-ce que ça peut s'organiser? Est-ce qu'elle peut être couplée à une visite périodique, par exemple? Oui. Comment elle s'organise? Je dirais, moi, le conseil que je donnerais aux entreprises, aux RH ou aux chefs d'entreprise, ou des fois dans les TPE, c'est les comptables qui sont externalisés, c'est déjà de faire votre bilan avant 2023 sur les salariés que vous aurez qui auront entre 43 et 45 ans pour demander la visite de mi-carrière. Donc anticiper, comme ça vous étalerez sur l'année, vous vous mettrez d'accord avec le service de santé au travail pour les organiser. Et l'occasion de la visite de mi-carrière me permettra aussi de faire la périodique en même temps. Par contre, si vous organisez la périodique, vous avez oublié la mi-carrière, au cours de l'année, vous pouvez nous la redemander, nous la demander la mi-carrière, on ne peut pas vous la refuser. Donc vraiment, il faut vraiment faire l'état des lieux pour organiser la mi-carrière qui peut être estampillée périodique en même temps. Parce que sur les mi-carrières, on prend plus de temps à échanger avec les salariés. Vraiment, c'est une visite très, très importante qui nous permet d'informer le salarié, de faire le point avec lui, de rendre ses droits lisibles et accessibles, de parler parcours et prospective métier aussi, et d'anticiper le risque, je dirais, d'inaptitude à moyen, long terme aussi. Très bien. Et donc, si on a passé la date, si on est dans la date de péremption de cette visite, qu'est-ce qui se passe pour les salariés? Le législateur ne l'a pas prévu. Hein. Il a dit entre 43 et 45 ans. Vous venez nous voir en disant, mais ceux qui ont 47, 48 ans, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir si vous avez repéré des signaux faibles. Le salarié passe
8 heures par jour, 5 jours par semaine depuis des années, sa vie en entreprise. Donc si vous repérez des signaux faibles, vous pouvez faire une demande occasionnelle, demande d'employeur, pour faire le point avec le médecin du travail et pour anticiper tout risque de perte d'emploi, de désinsertion professionnelle. Ce que dit la loi, c'est le risque de désinsertion professionnelle. Donc la loi nous dit 43-45 ans. Comme disait un maître à moi, des fois il faut poser son cerveau, ne pas se poser trop de questions, mais vous avez la possibilité de demander des occasionnels employeurs ou le salarié peut faire le point avec le médecin du travail en demandant une occasionnelle demande salariée. Alors, docteur Gaetban, cette visite, c'est un vrai temps d'échange, en fait, hein. Mais avec qui? Le médecin du travail ou d'autres professionnels de santé? Avec le médecin du travail et aussi avec les infirmiers en santé au travail sous réserve de protocoles établis avec le médecin du travail. Aujourd'hui, nos infirmiers assurent aussi les visites d'information et de prévention à l'embauche et les visites d'information et de prévention périodiques et les visites intermédiaires pour ceux qui sont en suivi individuel renforcé. Donc nos équipes sont bien outillées pour recevoir les salariés de nos entreprises. Parfait. Abordons maintenant donc le chapitre de la visite qui est intitulé, alors elle a eu plusieurs noms, hein, vous allez nous le dire, la visite de fin d'exposition professionnelle. Alors c'est un peu compliqué, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est une nouvelle visite aussi. En fait, le législateur dans la loi du 2 août 2021 l'a appelé visite de fin de carrière et donc du coup tout le monde s'est dit c'est la fin de carrière et ils ont revu un petit peu les cartes avec les décrets du 16 mars 2022. C'est une visite de fin d'exposition. Ça ne veut pas dire que c'est à la retraite. C'est bien avant la retraite. Dès qu'il y a une cessation d'exposition à des risques particuliers, dans le cadre du suivi individuel renforcé, Ce qu'on appelle la polyexposition? ça, en fait, c'est plutôt en fait, c'est des risques comme les produits cancérogènes comme l'amiante. Je vous donne un titre d'exemple pour vulgariser, comme l'amiante. Donc l'amiante nécessite et les salariés qui sont exposés à l'amiante sont en suivi individuel renforcé et donc du coup même s'ils cessent l'exposition, c'est-à-dire ils sont plus sur ce métier, ils vont aller sur un nouveau métier, la visite de fin d'exposition doit s'organiser auprès du service de santé au travail. Et à quel moment justement il faut... À quel moment, dès que l'employeur a la connaissance de cette fin d'exposition? Il sait que, par exemple, le plombier ou le désamianteur, à telle date, il sort de l'entreprise. Donc, il doit l'anticiper, bien évidemment, un mois avant. Et donc, du coup, il doit informer le service de santé au travail pour organiser cette visite de fin d'exposition. Et c'est à nous, service de santé au travail, une fois qu'on a vu le salarié en visite de fin d'exposition, de voir s'il y a une surveillance post-exposition ou post-professionnelle en fonction des situations. Donc, c'est l'employeur. Et à quel moment est-ce qu'il doit la demander? Enfin, est-ce qu'il y a une périodicité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'organise à ce niveau-là? C'est un mois avant. Et si l'employeur a zappé, parce qu'entre nous, l'entreprise, souvent, certaines choses, elle l'oublie. Hein, on est humain et l'entreprise ne gère pas que le suivi de l'état de santé. Et si le salarié la demande, donc il a soit un mois avant la fin de l'exposition, soit dans les 6 mois qui suivent sa sortie d'entreprise. Donc du coup, il peut la demander au service de santé au travail, le salarié, et il en informe son employeur. Et ça, c'est un élément très important. D'accord. Et il faut dire un élément très important. Qu'est-ce qu'elle permet, cette visite de fin d'exposition? Elle nous permet de revoir toutes les expositions antérieures et au sein de l'entreprise qu'a eu le salarié pour que le médecin décide s'il y a un suivi qui doit se faire, une surveillance auprès du médecin traitant quand il y a un départ à la retraite ou auprès aussi du médecin conseil de l'assurance maladie. Quel est le maillage avec la santé publique? Est-ce que le médecin traitant intervient aussi dans ce périmètre? Ah bah oui, du moment qu'il sort en fait du périmètre du service de santé au travail compétent, c'est, petit exemple en cessation d'exposition, un plombier ou un désamianteur qui part à la retraite, c'est bien évidemment, c'est le médecin traitant qui assure le suivi, je dirais en fait, du nouveau retraité, du jeune retraité, et donc du coup c'est important qu'il ait une information pour que derrière ce suivi post-exposition et post-professionnel se mette en place en lien avec le médecin conseil ou en lien aussi avec les services de pathologie professionnelle dont en fait dans le département ou dans la région, la personne qui part à la retraite peut déménager, partir de l'Île-de-France dans le sud, mais c'est important qu'il ait ces documents, cette attestation de fin d'exposition pour pouvoir faire valoir ses droits si une problématique de santé survient. On sait que souvent sur les produits cancérogènes comme l'amiante, que les délais de latence peuvent aller jusqu'à 30-40 ans et donc du coup souvent surviennent à la période de retraite malheureusement ces pathologies.
Et justement, la traçabilité, elle s'organise sur le dossier médical partagé? Le dossier médical déjà santé-travail nous permet de reprendre D'accord. toutes les expositions antérieures et que le salarié parte avec cette fiche d'exposition et quand il va voir son médecin traitant, il va avec des documents qu'il a entre ses mains. Bien évidemment, la loi du 2 août 2021, elle permet aussi de créer des passerelles entre le dossier médical partagé et le dossier médical en santé au travail, bien évidemment avec l'accord du salarié patient, parce que pour son médecin traitant, il est patient. Donc il y a des choses qui arrivent aussi. On attend certains décrets dans ce cadre-là et la mise en place des passerelles numériques entre les deux dossiers. C'est un gros chantier. Est-ce que le salarié, à un moment donné, peut aussi saisir le médecin du travail, le service de prévention et de santé au travail, pour organiser cette Oui, en fait, visite? on l'a dit, en fait, il peut, lui, si son employeur l'a pas organisé, il peut nous saisir, mais il doit en informer son employeur aussi Et là de encore, c'est le l'organisation. médecin Et là du encore, c'est travail? la visite, ça s'appelle une visite médicale de fin d'exposition, donc c'est le médecin du travail Oui. qui va recevoir le salarié. Il y a tout un travail, en fait, quand les employeurs vont nous appeler pour les salariés en suivi individuel renforcé. Ça, c'est un élément très important à rappeler pour les visites de fin d'exposition. Ben, on va aussi voir un petit peu si on a toutes les informations avant la visite médicale. Donc, il y a un travail qui se fait. Dans chaque service, on a établi en fait des listes pour que le salarié, on puisse lui transmettre en fait ces documents le plus en amont possible, qui reprennent lui aussi ses expositions antérieures, peut-être même antérieures à l'entreprise, pour pouvoir aussi être ce qu'on appelle le curriculum laboris des expositions, c'est-à-dire vraiment la carte d'identité des expositions depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin. C'est pas toujours évident, et d'où l'intérêt de la visite de mi-carrière et des visites de suivi qui nous permettent de tracer tous ces éléments sur une carrière professionnelle si elle n'est pas hachée. Et là encore, il y a un échange avec l'employeur du médecin du travail, évidemment, sur cette alerte. Bien évidemment, en fait, c'est qu'il y a aussi des éléments qu'on a de l'évaluation des risques que fait l'employeur. Aujourd'hui, l'employeur a une obligation d'évaluation des risques et qui va retranscrire dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Et parmi ces risques avérés qui rentrent dans les suivis individuels renforcés, on a déjà en fait des éléments d'information et aussi toutes les mesures mises en place dans le cadre de la prévention et de la protection de la santé et la sécurité des salariés. Très bien, merci. Je propose que nous regardions si nous avons des questions. Alors, la visite de fin de carrière pour les salariés travaillant dans les bureaux, quelle est-elle? Travaillant dans les bureaux, en fait, ils sont en suivi individuel qui n'est pas renforcé, donc il n'y a pas de visite de fin d'exposition. C'est pas fin de carrière, mais fin d'exposition. Vraiment, c'est pour des risques avérés, des risques et des dangers avérés et de survenance d'une problématique de santé comme les cancers, comme l'exposition aussi au rayonnement ionisant, comme l'exposition à des agents biologiques type 3 et 4. Donc du coup, dans les bureaux, non, il n'y a pas de fin de carrière. Alors, il y a une question sur les travailleurs de nuit. Oui. Pour eux, est-ce que là aussi, il y a on pense qu'il y a un risque et une exposition? La loi dit en fait pour les SIR ou pour aussi les anciennes expositions par rapport à la loi avant la loi de 2016, la fameuse loi El Khomri. On sait que par exemple le travail de nuit était en suivi individuel renforcé, en suivi médical renforcé. Donc du coup, ça peut en fait, c'est derrière, ça peut être si le salarié a été exposé pendant des années dans ce cadre-là, ça peut s'organiser aussi auprès du médecin du travail. Parce que, donc du coup, c'est à nous, service de santé au travail, quand vous allez demander cette visite de fin d'exposition, d'aller voir si ça rentre dans les exigences de la visite de fin de carrière, fin d'exposition, je rappelle, fin d'exposition, et si ça nécessite une surveillance post-exposition ou post-professionnelle. Est-ce que cette visite ne concerne que les SIR, les suivis rapprochés? Oui, les suivis individuels renforcés. Oui, uniquement en fait. Bien évidemment, uniquement les suivis individuels renforcés. Sauf si un salarié vous saisit d'un risque qui n'aurait pas été tracé? Sauf s'il y a en fait une exposition antérieure à l'amiante. Je vous cite un exemple. Un infirmier qu'on voit et qui quitte son emploi et qui nous dit à un moment T, il a été exposé à l'amiante. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est une fin d'exposition, certes pas au sein de l'entreprise, mais dans le cadre de sa carrière professionnelle, bien évidemment. Donc on retrace dans le cadre des suivis, je dirais en fait des suivis habituels, les expositions antérieures. On le fait dès l'embauche. Un infirmier qui arrive chez nous, on le fait, petit exemple, cet infirmier, moi j'étais en hospitalier avant, un infirmier qui était plombier avant, il est arrivé en visite d'embauche, il y avait déjà une exposition antérieure à
des produits cancérogènes. Donc, il est arrivé avec des documents et donc, du coup, derrière, il a eu un suivi post-exposition et non pas post-professionnel parce qu'il part pas à la retraite, il a commencé une nouvelle activité. Et donc, du coup, déjà, les choses sont établies bien avant. Mais il sera en SIR par rapport à des produits biologiques, les agents biologiques type 3 et 4. Donc, il y aura un autre suivi. Alors, dernière question, si on considère que cette visite peut être déclenchée par le médecin du travail ou le salarié lui-même, quelle est la responsabilité de l'employeur dans ce cadre-là? Donc aujourd'hui sur la visite, je dirais en fait de fin d'exposition, c'est l'employeur dans un premier temps. Donc du coup c'est à l'employeur de la demander. Après on conseille aux employeurs de la demander. Pourquoi? Parce que ça nous permet un petit peu, quand on reprend le curriculum laboris des expositions, de voir aussi ce qui a été fait au sein de l'entreprise par rapport à la protection de la santé et la sécurité du salarié. Donc vraiment moi en premier lieu, la visite de fin d'exposition, elle s'impose à l'employeur. C'est une visite obligatoire. Le salarié peut la demander bien évidemment, quand l'employeur l'a oublié. Mais il est informé de toute façon. Donc du coup, il faut que l'employeur la demande, bien évidemment. Et on a, en tant que service de santé au travail, un rôle d'information et de sensibilisation des employeurs par rapport à cette visite de fin d'exposition et non pas fin de carrière. Je le rappelle parce que c'est vrai que la loi a en fait a entraîné une certaine confusion au démarrage et aujourd'hui, les gens l'appellent toujours fin de carrière et c'est pas fin de carrière. Sur ces visites, ces dispositifs dont nous avons parlé, est-ce que vous avez un message anticipation, dialogue? C'est anticipation sur une visite de fin d'exposition. La mi-carrière, aujourd'hui, les entreprises au niveau RH, ils ont tous leurs indicateurs par rapport à l'âge de leurs salariés. Donc, du coup, et ils assurent le suivi aussi des visites auprès des services de santé au travail. Donc, anticiper, hein. Sur les fins d'exposition, le salarié qui va sortir de l'entreprise ou partir à la retraite alors qu'il était exposé à des agents dangereux ou des expositions dangereuses, l'entreprise, elle va pas la prendre la veille pour le lendemain. Donc vraiment, il faut aussi anticiper pour qu'on puisse organiser les choses en temps et en heure. Merci. Alors, dernier point, la loi a créé donc le rendez-vous de liaison. Alors, si vous pouvez nous en parler. Alors, le rendez-vous de liaison, on va le rappeler, c'est pas une visite médicale. Donc, pourquoi le législateur a créé le rendez-vous de liaison? Il a créé le rendez-vous de liaison parce que souvent, les entreprises n'ont plus de lien avec le salarié quand il est en arrêt de travail. Pourquoi? Pour la simple raison que le contrat est juridiquement suspendu de façon temporaire. Et donc, du coup, le législateur, à la demande d'employeurs aussi et des partenaires sociaux, a créé ce dispositif pour faire du lien avec les salariés et aussi informer les salariés des dispositifs qui existent pour préparer leur retour et leur maintien dans l'emploi. Comment s'organise ce rendez-vous? Alors, c'est à la demande, c'est à l'initiative de l'employeur, ça peut être aussi à l'initiative du salarié. Donc l'employeur, le conseil que je vous donne, c'est pas d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à votre salarié qui est en arrêt en disant vous êtes convoqué tel jour au rendez-vous de liaison. Ça va être très intrusive et le salarié peut le prendre en fait de façon très négative. Donc ce qu'on conseille, c'est d'envoyer un courrier de mise à disposition du salarié en l'informant que dans le cadre du rendez-vous de liaison, vous lui proposez en fait un temps d'échange pour échanger un petit peu sur sa situation, pas pour avoir le nom de la maladie bien évidemment, pour savoir comment il va et si tout va bien, et pour aussi échanger sur les possibilités s'il va mieux et de préparer son retour dans l'emploi. Et donc du coup, on tend la main au salarié et au salarié aussi de faire un feedback à l'employeur pour pouvoir organiser de façon effective ce rendez-vous-là. Quel est le rôle du médecin du travail? Est-ce qu'il peut finalement être là comme un médiateur aussi, parfois? Le décret dit que le service de prévention et de santé au travail peut être associé. Donc du coup, c'est pas qu'une question de médecin, mais souvent c'est le médecin qui est associé. C'est lui qui aura connaissance de l'état de santé du salarié et avoir aussi une connaissance du travail de l'entreprise, de l'employeur et du salarié. Donc le service peut être associé. Donc du coup, et c'est important qu'il soit associé mais par contre, il faut que le médecin du travail prenne connaissance de la situation du salarié le plus en amont possible. Est-ce que ça peut être quelqu'un de l'équipe pluridisciplinaire? Je pense par exemple à une assistante sociale. Est-ce que ça peut être aussi il faut que préalablement qu'on fasse un diagnostic de la situation du salarié pour voir un petit peu ça peut être même la cellule maintien dans l'emploi. Mais il faut l'anticiper, avoir un échange avec l'employeur, le salarié, avoir la connaissance de la situation du salarié, voir sur le plan médical, est-ce qu'on est sur la bonne temporalité aussi? Parce que quelqu'un entre nous qui a un cancer, vous lui envoyez en fait 30 jours après l'arrêt un rendez-vous de liaison, ça n'a pas de sens. Mais par contre, donc du coup, il faut que le service de santé au travail fasse son premier diagnostic de la situation pour éclairer l'employeur et lui dire est-ce le bon moment ou pas.
Donc il y a toujours un temps d'échange nécessaire entre l'employeur et le service de prévention et de santé au travail pour donner du sens à ce rendez-vous de liaison. Très bien. Comment s'inscrit-il ce rendez-vous par rapport à la pré-reprise, la reprise, les points que nous avons abordés avant? Très bien. Le rendez-vous de liaison, c'est quelque chose qui peut être demandé, c'est un rendez-vous qui peut être demandé à partir de 30 jours d'arrêt de travail. Donc on voit un petit peu pré-reprise à partir de 30 jours, rendez-vous de liaison 30 jours bien évidemment. Donc à partir de ce moment-là, il faut le dire aussi que le salarié peut être à l'initiative du rendez-vous de liaison et toute la question de la communication. Donc le législateur en fait a été souple là-dessus, c'est-à-dire ça vient de l'un ou de l'autre. Donc du coup, une fois que ça s'organise en associant le médecin du travail, donc ça peut se faire bien évidemment en distanciel, puisqu'aujourd'hui les outils nous le permettent, bien évidemment en visio. Souvent les gens, le salarié quand il est malade, la question de sa présence sur les lieux de travail se pose sans accord de l'assurance maladie ni de son médecin traitant. Donc moi le conseil que je donne sur les rendez-vous de liaison, c'est de les organiser en distanciel. Rien n'empêche la communication. Aujourd'hui, on a des outils numériques qui nous le permettent. Oui, oui. Alors justement, vous évoquez ce lien avec le salarié que l'employeur met en place, mais est-ce que vous ne recommandez pas du coup qu'il y ait la présence d'une tierce personne? Parce que c'est comme quelqu'un qui est un peu garant des échanges et de la fluidité en fait du rendez-vous. Oui, et on peut aussi avoir le référent handicap qui peut être associé s'il y a un référent handicap au sein de l'entreprise. Donc quand il y a l'employeur, quand on dit l'employeur, ça peut être le DG, la RH, le service de santé au travail. Donc on peut associer dans certaines situations, si on a connaissance de la situation aussi, le cap emploi-maintien pour les salariés qui sont bénéficiaires d'obligations d'emploi. C'est un moment d'échange et aussi de rendre les droits lisibles et accessibles aux salariés d'une part et à l'employeur pour dire, vu la situation, voici ce qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire vraiment anticiper le plus en amont possible. Donc la question de la temporalité du rendez-vous de liaison est très importante. Oui, donc j'imagine que c'est pas le moment où on dit c'est pas très sympa de nous avoir plantés pendant un mois. Ça, dans les mauvaises pratiques, je pense que ça en ferait partie. Je pense que les employeurs ont toute intelligence, bienveillance et non-jugement. C'est le but de ce rendez-vous, c'est de parler des possibilités en partant des capacités du salarié. Ce qu'on dit aussi aux salariés, le conseil qu'on leur dit, parce que quand il y a eu en fait la loi et les décrets, que certains employeurs ont commencé à demander, en fait, organiser des rendez-vous de liaison, beaucoup de salariés nous appelaient en disant mais docteur, voici l'employeur, il m'a envoyé ce courrier, j'y vais pas. Donc en fait, parce que c'était nouveau. Donc ce qu'on conseille aux salariés, si vous vous sentez capable d'y aller, si votre état de santé ne le permet pas, répondez à votre employeur. Dites à votre employeur, même par courrier ou par téléphone, que médicalement pour le moment je ne peux pas, je reviendrai vers vous, je vous remercie pour la main tendue, je reviendrai vers vous à une autre échéance en associant le service de santé au travail aussi. Donc du coup vraiment il faut que, le but c'est de remettre du lien et être dans la bienveillance et le non-jugement et aussi explorer les possibilités. On l'a dit tout à l'heure, une visite de reprise se prépare, une visite de pré-reprise elle s'anticipe, le maintien dans l'emploi, c'est des mois et des mois de préparation aussi. Très bien. Donc, vous pensez que tous ces dispositifs, en fait, sont vraiment... L'employeur doit les saisir parce que ce sont des dispositifs qui sont très bienveillants, en fait, et qui participent d'une meilleure communication. C'est à titre anecdotique, je disais à un employeur, est-ce que vous voulez préparer la reprise avec nous ou est-ce que vous voulez la subir tout seul? 99% des employeurs me disent, mais docteur, on veut la préparer. Donc le législateur a été à l'écoute. Rendez-vous de pré-reprise, anticipation. Rendez-vous de liaison, on donne aussi une carte à l'employeur, parce qu'on ne peut pas faire de maintien sans l'employeur, il faut le rappeler. Hein. Et donc du coup, si l'employeur ne s'implique pas aujourd'hui dans le projet de retour dans l'emploi de son collaborateur, dans le lien qui peut se maintenir même sur une période d'arrêt de travail, mais malheureusement, c'est toujours on agit en pompier, en agissant en pompier, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Donc, anticipez, 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 et surtout, revenez vers votre service de prévention et de santé au travail pour mettre en place ces dispositifs de la manière la plus efficace et pertinente pour les différentes parties. Très bien, alors nous allons passer aux questions. Alors du coup, on nous demande quelle est la différence entre ce rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise? Deux choses différentes. On avait dit tout à l'heure que la visite de pré-reprise, c'est à l'initiative du salarié, du médecin du travail, du médecin conseil et du médecin traitant. Et donc du coup, l'employeur ne peut pas la demander et n'est pas au courant si le salarié s'oppose. Tandis que là,
on a permis à l'entreprise de garder du lien avec le salarié, associer le service de santé au travail et d'étudier les possibilités en fait de retour et de maintien dans l'emploi. Donc c'est deux choses complètement différentes, mais deux choses complémentaires. C'est-à-dire si on fait une visite de pré-reprise et moi en tant que médecin du travail, je fais mon diagnostic et on enchaîne sur un rendez-vous de liaison où l'employeur est partie prenante, bah en fait c'est quelque chose de complémentaire et qui nous permettra de donner du sens. Donc vraiment c'est deux choses différentes. L'une c'est avec le médecin uniquement et l'autre c'est multipartite, c'est l'opportunité d'une réflexion élargie, le rendez-vous de liaison. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a balayé toutes les questions parce que la deuxième question était vraiment pratiquement identique à celle que nous vous avons posée. Nous vous remercions, Dr Guedban, et nous espérons que cette session aura répondu à vos attentes et nous vous remercions tous de votre participation active dans ces échanges. Nous remercions également les services de prévention et de santé au travail de la Fédération, je vais les rappeler. Donc, il s'agit de la METIF, du SIAMT, Dr Guedban qui est médecin du travail du SIAMT, merci. Merci à vous. Le CMSM, Efficience Santé au Travail, Horizon Santé Travail, IPAL, le CIST BTP 77 et Tali Santé. Nous remercions également Stéphane Martin, président de la Fédération des SPSTI Île-de-France et de Tali Santé, pour son accueil dans les locaux de la Fédération et dans les locaux de l'ARP, pardon, ARPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et enfin, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes, une belle fin de journée aussi, et de prendre soin de vos salariés, puisque on sait que c'est le levier de la performance de l'entreprise. Merci à tous et à très bientôt.